Salut à tous, salut à toutes, c'est le fils de Bulle. Aujourd'hui, je voulais m'éloigner un peu du franco-belge pour consacrer un épisode à Watchmen. Il y aura fatalement du divulgachage dans cette vidéo, sans quoi je pourrais pas vous parler de l'œuvre en dehors de sa surface. Donc si vous l'avez jamais lu, allez d'abord la lire, ça coûte un peu moins de 10 balles dans la collection Urban Nomad. Et si vous l'avez déjà lu, tant mieux, parce que c'est à vous que je vais m'adresser en priorité dans cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire tout au long de votre visionnage pour le référencement. Allez, ça va être long, on perd pas plus de temps, générique. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Astérix, c'est pas l'Arche de Tobin. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... La BD n'est plus ce qu'elle était. Un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. J'ai horreur de ça. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fais ça. Plouf, plouf, plouf. Du très grand art. Je vais rien vous apprendre en vous disant que Watchmen est composé sur la base d'un gaufrier de 9 cases. C'est un type de mise en page qui permet de construire sa narration sans se préoccuper trop de son aspect esthétique. On définit un quadrillage régulier et on découpe notre scénario dedans. C'est le cas dans la plupart des planches de l'œuvre, Watchmen étant un comics bavard et complexe qui demande une certaine dose d'élaboration scénaristique. Cette composition permet aux auteurs de raconter l'histoire sans se soucier du reste en enchaînant simplement les vignettes. Sauf que bien évidemment, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et le gaufrier de Watchmen se permet souvent quelques petits écarts. Parce que si le gaufrier permet de ne pas se prendre la tête sur la mise en page, il complexifie aussi le cadrage d'une action, puisque certains dessins demandent plus d'espace d'expression que d'autres. C'est le cas par exemple ici avec cette vignette qui ralentit le rythme en nous laissant voir entièrement le cadavre d'une femme innocente et enceinte que vient d'assassiner le comédien. Ou encore avec cette vignette de Rorschach qui brise le gaufrier pour à la fois montrer le décor mais aussi instaurer une ambiance. L'idée étant que le personnage déambule durant la nuit sans qu'on sache trop combien de temps ça lui prend réellement. Bref, les auteurs prennent donc souvent le contre-pied du gaufrier pour se donner plus de place pour s'exprimer via le dessin. Faut dire que dans une vignette de ce type, il n'y a pas la place pour dessiner ou écrire grand chose. Ça me rappelle d'ailleurs cette planche où on voit le Docteur Manhattan à taille réelle entre guillemets. La rupture dans la composition permet de mettre en avant la puissance du personnage, rompant avec les autres qui ne sont fatalement que des humains sans pouvoir. Mais briser le gaufrier peut aussi permettre de produire des effets intéressants. Mon exemple préféré, c'est celui du cauchemar du hibou. Le cauchemar nous révèle que ce dernier est en train de tomber amoureux du spectre soyeux, que son identité secrète est en réalité son véritable masque et qu'il est bel et bien le hibou au fond de lui, c'est-à-dire un justicier, un super-héros, que c'est ça qui le fait vibrer et surtout qu'il a peur de ne rien pouvoir faire face à la menace nucléaire qui se profile à l'horizon. Ici on a un enchaînement de vignettes étirées sur la hauteur. En soi c'est techniquement aussi un gaufrier, sauf que la taille des cases permet de faire directement comprendre au lecteur qu'il s'agit d'une temporalité différente. Et à la fin de cet enchaînement, on retrouve une case de taille régulière qui nous ramène justement à la réalité pour nous signifier que le rêve prend fin. Et la page suivante va même plus loin, car au sein du gaufrier classique est réintroduit celui du cauchemar en plein centre de la planche, induisant l'impact du rêve sur la vie réelle du protagoniste. Il y a là effectivement brisure d'une régularité à plusieurs niveaux, et même imbrigation d'une ancienne norme au sein d'une nouvelle, permettant de produire un effet intéressant. Effet malheureusement impossible à retranscrire dans le cadre d'une adaptation filmée de par son support. Le fait de construire tout un album en gaufrier permet enfin quelque chose de plutôt futé. Je vous cite Grunstein, un théoricien de la BD. La mise en page régulière possède enfin cette ultime vertu, de ménager la possibilité de rupture soudaine et spectaculaire avec la norme posée d'abord. Dans un album dont les pages sont régulières, une page qui se distingue soudain par une configuration spéciale obtiendra un impact très fort. On l'a déjà vu avec la scène du cauchemar, mais c'est loin d'être la seule. Vers la fin du récit, le gaufrier part en vacances. Les héros viennent confronter Ozymandias dans une planche en 3 cases horizontales. Le temps ralentit ici. Il n'est plus question de planches de 9 cases avec quelques variations. C'est terminé. Ozymandias annonce qu'ils arrivent trop tard et que le compte à rebours est déjà terminé. Ici, le cauchemar du hibou se réalise. Même structure de composition. C'est l'explosion nucléaire. Un peu plus grave que son rêve quand même parce que la dernière case allongée suggère qu'après ça, il restera plus rien. Et le chapitre suivant commence justement avec des pleines planches. Des planches comportant une vignette unique. Là, c'est le véritable choc. Évidemment, le contenu des vignettes y joue un grand rôle, on voit des tas de cadavres empilés, des villes détruites et énormément de sang. Mais le format même des vignettes ajoute à l'émotion. On quitte totalement le domaine du gaufrier pour plonger dans des planches horribles. C'est un peu le retour à la réalité, le face-à-face avec les conséquences du plan d'Ozzy, la prise de conscience de l'échec des Watchmen. On peut même aller plus loin, puisqu'un chapitre entier de Watchmen est construit en miroir. Il s'agit du chapitre 5, intitulé « Effrayante symétrie ». Je vais essayer de vous montrer à l'image, même si ça va pas être évident. Au centre du chapitre, il y a ce combat d'Ozymandias. Remarquez que les deux planches sans vis-à-vis sont construites en miroir. 2 longues bandes et 6 cases plus petites.
Ensuite, un gaufrier de chaque côté. Puis, des deux côtés, une composition semi-régulière avec 3 cases, une horizontale et encore 3 cases. Puis à nouveau un gaufrier, etc. etc. Vous pourrez vérifier, c'est du pur miroir sur l'ensemble du chapitre. Et c'est pas simplement pour faire joli, car les parallèles ont en plus un sens. Ici, de chaque côté, les deux gaufriers poursuivent leur propre trame, celle du vendeur de journaux et du fameux comics à l'intérieur du comics. Ici, on voit à gauche le hibou qui regarde Spectre soyeux qui lui tourne le dos. Ici, pareil, à travers le miroir avec la même expression. Ici, c'est de chaque côté la trame de Rorschach qui est développée, rendant visite à la même personne. Bref, il y a effectivement une symétrie effrayante, avec les personnages qui répètent les mêmes gestes, s'enfonçant chacun dans leur névrose. Fausse piste, fuite du monde réel, sentiments amoureux, jusqu'à Ozymandias qui trône fièrement au centre du récit, accomplissant ce qui doit être fait. Mais bref, en tout cas, vous voyez que la composition même de Watchmen n'est pas le résultat d'un hasard. Partant d'une base régulière, les deux auteurs l'ont ensuite adaptée, selon les besoins de la narration, la modifiant tantôt pour surprendre le lecteur, induire un effet supplémentaire ou encore créer du sens ou de la beauté. Et parfois, tout ça à la fois. On peut ne pas aimer l'œuvre, c'est tout à fait possible, l'art est une question subjective. Par contre, on ne peut nier que c'est un chef-d'œuvre de bande dessinée, utilisant toute une série d'éléments bédesques pour construire et composer une histoire esthétiquement brillante. Moi-même, j'aurais d'ailleurs quelques reproches à faire à l'œuvre, notamment sur le réseau qu'elle instaure entre les cartouches et l'image. Par exemple ici, le cartouche dit « ce qui m'a frappé c'est blablabla blablabla » et on voit un personnage en frapper un autre, c'est pas hyper subtil. Ou encore page 87, ce fut douloureux et il y a une bagarre, bon c'est pas incroyable. Ici il faut une source d'inspiration, avec un Bouddha, ouais. Ou alors ici quand le hibou fait le lien entre son impuissance sexuelle et son impuissance face à la guerre nucléaire. Watchmen est truffé de ce genre de trucs qui ont un peu mal vieilli. Ça plaira à certains qui verront là une forme supplémentaire de génie, parce que c'est parfois bien fait, et ça déplaira à d'autres qui verront quelques lourdeurs dont le récit n'avait pas forcément besoin. Car le récit, en plus de sa composition, possède une qualité essentielle. Elle est extrêmement bien tressée. Bon, c'était sympa, mais maintenant on va parler d'arthrologie. N'ayez pas peur. Watchmen est une œuvre riche et il serait vain d'essayer d'en faire une analyse exhaustive au sein d'une vidéo YouTube formulée par un ou deux amateurs. Pour ma partie, j'ai donc choisi d'aborder mon analyse via un concept de théorie de la bande dessinée formulé par Groenstein dans son système de la bande dessinée. Le concept de tressage. Ça va être sympa. Pour faire simple, le tressage, c'est le fait de réutiliser des motifs, souvent visuels, au sein d'une planche ou de l'entièreté d'une bande dessinée. Je cite pour la forme. Au sein du multicadre feuilleté que constitue une bande dessinée complète, toute vignette est, potentiellement sinon effectivement, en relation avec chacune des autres. Et oui, pour rappel, une bande dessinée construit son récit à travers une succession d'images interdépendantes. L'œuvre, ce n'est jamais une image prise séparément des autres, mais toujours l'ensemble des images qui fonctionnent de concert. Cela concerne évidemment le fait que cette image-ci précède celle-ci et suive celle-ci. Il est évident que cette image est mise en réseau avec l'image qui la précède et l'image qui la suit. C'est ce qu'on appelle l'arthrologie restreinte. Mais il est aussi possible de mettre en relation des images qui ne sont pas disposées côte à côte sur la planche. Ceci va permettre de créer des séries d'images qui se font écho tout au long d'un récit, et qui communiquent entre elles malgré leur éloignement. C'est ce qu'on appelle l'arthrologie générale. Et justement, Watchmen excelle à ce petit jeu. La série tressée la plus évidente dans Watchmen, c'est celle liée au symbole du comédien, le fameux badge jaune avec un sourire. C'est le premier élément montré par les auteurs dans la première vignette de la première page du récit. C'est l'élément déclencheur. Et ce sera aussi la toute dernière image de la toute dernière vignette de la toute dernière page du récit. On y reviendra parce que vous vous en doutez, tout ceci a un sens. Mais commençons par le début. Ceci est la première apparition de la série du badge. On le voit en gros plan tout d'abord, puis la caméra s'éloigne progressivement de lui jusqu'à ce qu'il disparaisse totalement de notre champ de vision. Ce badge, sur lequel les auteurs ont mis le focus, est l'élément central de toute cette histoire. Et si pour nous, lecteurs, il est parfaitement visible, c'est pas le cas pour les deux policiers qui sont venus inspecter les lieux. Ils sont venus enquêter sur la mort d'un homme, Blake, qui s'est fait balancer par la fenêtre de son appartement. Il est donc question d'une enquête pour homicide. Les policiers ne comprennent pas ce qui s'est passé, et pour cause ils n'ont pas tous les éléments en leur possession. L'élément manquant est en bas, à deux doigts de disparaître dans les égouts. Eux voient certes la scène de haut, mais ils la voient pas dans son ensemble. Parce que pour comprendre ce qui s'est passé, et ce qui va se passer, il va falloir descendre dans les égouts, dans les abîmes. Il faut partir du bas pour remonter vers le haut, tout comme dans cette première séquence. Notez d'ailleurs que cette première planche contient plusieurs éléments de tressage, car il y a certes le badge du comédien, mais il y a aussi la toute première apparition du personnage de Rorschach, chose impossible à deviner à la première lecture, marchant dans le sang,
ainsi que la première apparition du thème de la fin du monde. Si ça vous amuse, vous pourrez après la vidéo relire Watchmen en vous focalisant sur ces 2 séries d'images et nous faire votre rapport ensuite en commentaire. Vous verrez que ça ouvre des pistes de lectures intéressantes pour une énième lecture de l'œuvre. C'est d'ailleurs ce qui en fait toute la richesse. Un grand nombre d'images dans Watchmen sont des foreshadowing, permettant d'aborder l'œuvre de différentes façons. Le symbole du comédien revient quelques pages plus tard, quand Rorschach, en costume cette fois, vient ramasser le badge. Il y a 2 éléments sous-entendus ici. Premièrement, un rappel que le principal indice n'a pas été trouvé par les policiers venus enquêter, indice dont seuls les anciens coéquipiers du comédien peuvent comprendre la valeur. Car le badge du comédien n'est pas un simple badge rigolo, il est tout le récit. Il contient absolument toute l'histoire et ce sur plusieurs niveaux. Et ensuite, cette séquence sous-entend qu'il y a là une sorte de passation. Le badge passe du comédien à Rorschach, c'est un changement de propriétaire, un transfert d'informations. Le symbole passe d'une main à l'autre. C'est d'autant plus vrai que dans la suite du récit, le badge atterrit dans les mains du hibou, qui lui-même le donne au spectre soyeux. C'est pour cette raison que j'ai choisi d'attendre la vidéo sur Watchmen pour vous parler du concept de tressage. Je trouve que Watchmen illustre bien la mise en réseau d'une série d'images séparées temporellement et spatialement dans le récit. Enfin, pour être honnête, j'ai hésité entre Watchmen et Tintin et les bijoux de la Castafiore pour vous parler de tressage, ce qui ne surprendra pas ceux qui connaissent un peu Grunstein et le concept du tressage, mais bref. C'est d'autant plus intéressant quand on sait que dans le lore de Watchmen, c'est le comédien lui-même qui provoque la démission de ses coéquipiers. Dans la fameuse scène de la réunion des Watchmen, il annonce aux autres super-héros que tout ce qu'ils font ne sert à rien, étant donné que de toute façon ils pourront rien faire contre la guerre nucléaire mondiale qui se profile à l'horizon. Alors se battre en collant dans la rue contre des criminels de bas étage c'est sympa à 5 minutes, mais ça ne résout rien du tout. C'est pas le hibou avec son costume ridicule qui va arrêter des ogives nucléaires, on est d'accord. Le comédien fait donc capoter la réunion et chacun repart dans son coin vaquer à ses occupations. Il a raison, ils ne sont que des clowns déguisés incapables de sauver le monde. Cette réunion, qui avait pour but de créer une nouvelle équipe, elle tourne court, et les Watchmen ne formeront jamais un groupe. Et paradoxalement, c'est bel et bien le comédien qui va les réunir post-mortem, puisque c'est parce que son symbole passe de main en main que les Watchmen vont enfin finir par se former, afin d'enquêter tous ensemble sur les circonstances de sa mort. Il est donc à la fois celui qui a empêché les Watchmen d'exister, et celui qui les fera exister. Ce côté paradoxal du comédien est un point d'orgue dans toute la construction du comics, et cette réunion est d'ailleurs un point central du récit, puisque chacun va en retirer ses propres conclusions. On va y revenir. Juste avant, je voulais vous signifier un autre élément de tressage à la page 15 au travers d'un élément un peu camouflé. Il s'agit de cette horloge. Elle indique une certaine heure qui, si vous regardez bien, fait écho à la trace du sang du comédien. C'est une des autres significations de ce symbole. Il fonctionne en réalité comme une horloge. La trace de sang indique un horaire, celui de la fin du monde. L'horloge de la fin du monde existe dans le monde réel. Elle a été conceptualisée en 1947 et cherche à mesurer le temps restant avant la prochaine guerre nucléaire. Elle est actuellement placée sur minuit moins 90 secondes à cause des événements récents en Ukraine. Puis bon, Watchmen, récit en 12 chapitres, tic-tac, voilà. Ouais. Le badge du comédien a donc plusieurs fonctions. Il se transmet de main en main tout en mesurant le temps restant avant la guerre. Et même plus, le compte à rebours débute au moment où le badge se voit imbibé de sang. La mort du comédien coïncide avec le début du compte à rebours. Si vous avez lu le comics, vous savez pourquoi. Le plan d'Ozymandias débutant pile au moment où il se débarrasse de celui qui en sait trop. Ce tressage indique aussi que tout est lié, et que n'importe quel élément circulaire peut être inclus dans sa série. Phare de voiture, halo jaune ou bien forcément horloge. Horloge qui est elle-même un élément de tressage important du récit, en lien avec la fin du monde, le passé et les pouvoirs du Docteur Manhattan, et bien sûr le badge du comédien. Tout est lié, tous les éléments sont là. Mais revenons à nos moutons électriques. La plupart des personnages principaux du récit se réunissent autour du cadavre du comédien, lors de son enterrement. Il y a là aussi poursuite du tressage du badge, et ce de différentes façons. Chaque flashback nous offre une résurgence du badge du comédien. Dans celui de Spectre Soyeux, c'est juste ici, une trace de sang sur le vêtement jaune du comédien, après qu'il se soit fait casser la gueule. Pour le flashback d'Ozymandias, c'est juste ici, dans l'horloge, symbole d'autant plus fort que c'est justement cette histoire de fin du monde qui va marquer Ozymandias. On reverra ensuite le symbole du comédien auprès de Manhattan, dans 2 scènes, déjà celle du flashback avec le smiley imbibé de sang, et ensuite celle sur la planète Mars, où le symbole me paraît plutôt évident. Mais je vais pas tous vous les faire, on va se rendre directement à la fin. À la fin du récit, le plan d'Ozymandias se déroule à merveille. Les différents pays forment une alliance pour contrer la menace alien imaginaire et met fin à la guerre nucléaire. L'horloge se bloque. La fin du monde est écartée. Le docteur Manhattan choisit de participer au plan et de tuer Rorschach, qui ne veut pas faire de compromis. Pas même face à l'apocalypse. Pour ce dernier, ce qui compte, c'est la vérité, c'est que les gens sachent, et pas que le monde soit sauvé. Le docteur, ayant pris conscience de la valeur de la vie, choisit alors de l'éliminer, pour éviter que la menace nucléaire revienne. Il fait comme Ozymandias et sacrifie un humain pour sauver les autres. Le monde est en paix, et même si ça repose sur un mensonge, c'est pas grave. Il faut sauver l'humanité d'elle-même. Sauf que...
À la toute dernière case, un journaliste reçoit le journal de Rorschach, qui révèle toute la vérité sur cette histoire. Il mange un hamburger, fait couler de la sauce tomate sur son t-shirt, qui forme alors le symbole du comédien, et relance le décompte de la guerre nucléaire à venir. Oups. Voilà, ça c'était une étude rapide du tressage du badge du comédien dans Watchmen. Et encore, je vous ai épargné un certain nombre d'éléments de la série, notamment celui de la relation entre Blake et le hibou, avec le symbole caché ici, et celui de la relation entre Blake et le comédien, ainsi que de nombreux autres. J'aimerais juste ajouter quelque chose. Watchmen est une œuvre que je trouve incroyable. C'est véritablement un des meilleurs comics que j'ai pu lire. Mais c'est une œuvre que je n'ai jamais lue en entier. Je n'ai jamais lu les interchapitres qui racontent le lore sur l'univers de Watchmen sous forme de texte, que j'ai toujours eu la flemme de lire, ainsi que tous les passages avec le vendeur de journaux et le comics à l'intérieur du comics, dont je vous ai parlé un peu plus haut. Ça m'a toujours gonflé, et donc j'ai toujours sauté ces pages. J'invoque à ce titre les droits inaliénables du lecteur de Daniel Pennac. Le droit de ne pas lire, le droit de sauter des pages, de ne pas finir un livre, de relire, de lire tout et n'importe quoi, n'importe où, de feuilleter, etc. etc. Tout ça, c'est pas grave. Et ça m'empêche pas d'aimer Watchmen, d'avoir envie de le relire et de la façon dont je le souhaite. Watchmen est un chef-d'œuvre, c'est clair. Mais les chefs-d'œuvre ne sont pas des icônes sacrées qu'il faut considérer plus qu'elles ne sont. Vous avez le droit de passer des pages si un passage vous ennuie, de sauter une case ou deux. Oui, forcément, c'est dommage, mais mieux vaut passer à côté de quelques vignettes que de passer à côté d'une œuvre entière. C'est pas grave, au pire vous le lirez plus tard, ou pas. Vous pouvez même ne pas lire Watchmen, malgré toutes ses qualités. N'écoutez personne qui vous dise qu'il faut l'avoir lu. C'est faux, c'est peut-être l'œuvre qu'il vous manque, mais peut-être pas. Juste, ne soyez pas fan de Rorschach, c'est un fasciste. D'ailleurs, aucun des personnages de ce livre ne mérite votre amour, à part peut-être le spectre et le hibou, à la grande limite. N'ayez pas d'idole, elles sont toujours décevantes. Je cite Alan Moore. Je voulais en quelque sorte dire ouais, c'est ce que Batman serait dans le monde réel. Mais j'avais oublié qu'en fait, pour beaucoup de fans de comics, sentir mauvais, ne pas avoir de petit ami, c'est en fait un peu héroïque. En fait, Rorschach est devenu le personnage le plus populaire de Watchmen. Je voulais qu'il soit un mauvais exemple, mais des gens viennent me voir dans la rue et me disent « Je suis Rorschach, c'est mon histoire !» Et je pense « Ouais, super. Peux-tu rester loin de moi et ne plus jamais t'approcher de moi aussi longtemps que je vivrai ?» Fais-le!